Bienvenue à Famille sans tabou, l'émission qui parle de couple, de famille, de parentalité, de développement personnel sans éluder les questions importantes. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet apprécié de beaucoup. On va parler d'amour. Et pour cela, je reçois Anna Miralpech. Bonjour. Bienvenue. Aujourd'hui, on parle de rencontres amoureuses et de choix conjugal. Tu es conseillère conjugale et familiale, donc Tout à fait. c'est ton domaine. Mhm. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. La rencontre amoureuse, c'est une question de choix? Je crois que tous ont fait des choix dans la vie et que le choix amoureux est un choix important qui peut avoir des répercussions capitales dans notre Bien existence. sûr. Et il est tout à fait normal et légitime de s'y attarder et de s'y occuper, hein, parce que c'est quand même important. Toutefois, sans faire une généralité, il est vrai que dans cette quête, on pourrait tomber dans une démarche avec un questionnement permanent, hein. Un questionnement qui pourrait être aussi combiné avec des hésitations et qui pourrait empêcher justement la rencontre. Et cela est dû à aux critères, en fait, à la liste qu'on se fait. La fameuse liste. Exactement, la liste des critères qu'on se fait, que parfois une liste bien trop exigeante et qui nous entraîne peut-être dans une démarche un tout petit peu intellectuelle. Mais qui rassure, de se dire, moi j'ai besoin de ça, ça, ça pour me sentir bien en couple. Exactement. Oui, ça nous rassure, mais en même temps, peut-être que ça nous amène à être trop dans le rationnel, trop dans l'intellectuel et peut-être même dans une démarche un peu, je dirais, commerciale, comme quand on veut acquérir un objet, tu vois. J'ai acheté mon frigo, je regarde. Alors, de quoi ai-je besoin? Est-ce que je vais faire quoi? Je vais faire une étude de marché. Je vais consulter des sites, je vais m'intéresser aux comparatifs des associations pour les consommateurs, comme le Quai Choisir, etc. Et dans le meilleur des cas, je vais faire un choix, hein, parce que parfois, je vais encore hésiter et je ne vais pas le faire. Donc, à cela s'ajoute qu'il y a des moyens aujourd'hui qui nous incitent un petit peu à rentrer dans cette démarche et qu'aujourd'hui, il existe des sites internet, des applis de rencontres ou des événements type speed dating, hein, je ne sais pas si tu connais cela, où ces moyens-là nous proposent de faire une liste de choix et confectionner de cette manière un profil un petit peu idéal, on va dire ça de cette manière. Dans tous les cas, une question semble être récurrente et se pose pour tous. En tout cas, moi, je me la suis posée, je ne sais pas toi. Est-ce que avec telle personne, je vais être heureuse? Est-ce que si je choisis cette personne et je m'engage avec elle, est-ce que je ne vais pas passer à côté peut-être d'une autre avec laquelle je m'épanouirais Ouais, davantage? c'est ce qu'on dit, que de choisir quelqu'un, c'est de renoncer à tous les autres. Il faut être prêt à renoncer. Mais en tout cas, cette hésitation provoque une réelle tension, au point qu'on pourrait s'imaginer ou tendre vers un choix, vers une recherche d'un partenaire parfait, idéal, chose que c'est une utopie, hein, Qui n'existe pas. n'existe pas. Ou bien on pourrait aussi tendre vers la recherche d'une personne qui nous prend comme nous sommes, et avec laquelle on fera aucune concession parce qu'on s'est construit d'une certaine manière, il faut se protéger, on ne va pas désorganiser tout ce qu'on a acquis pendant toutes ces années, c'est à prendre ou à laisser, c'est comme ça ou c'est tout. Mais aussi, il peut y avoir une autre utopie, c'est le fait de trouver une personne identique à soi. Il n'est pas rare d'entendre, en tout cas moi ça m'arrive avec les couples que j'accompagne, ou avec les jeunes, d'entendre écoute Anna, j'ai rencontré une personne, elle est idéale. Oui. Tu sais, Elle est je comme l'ai nous. vue, j'ai su que c'était elle. On pense de la même manière, on aime les mêmes choses, la même Ouais, j'ai déjà entendu cuisine, ça aussi. les mêmes loisirs. Mais tu sais, on est pareil. On est pareil, c'est l'amour parfait. Donc, bien évidemment, ces tendances-là font qu'un jour ou l'autre, on va être dans euh, une désillusion que parfois peut être insurmontable et mener vraiment à une rupture. Mais pour répondre à ta question par rapport au choix, je dirais que on ne peut pas réduire le choix
ou la rencontre amoureuse, on ne peut pas la réduire au choix uniquement rationnel. Je vois là 3 aspects importants que interviennent dans ce choix-là. Tout d'abord, l'élan rationnel, c'est-à-dire que c'est motivé par l'intention de faire un bon choix. Aussi parce qu'on se connaît, parce qu'on sait ce qu'on veut. Et j'ai envie de dire que c'est important de le savoir et de tenir compte de ce qu'on a envie de vivre ou de ce qu'on n'a pas envie de vivre. Exactement. Mais il y a aussi un autre aspect et qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut tenir compte, c'est qu'on ne se rencontre pas par hasard. Tu sais, il y a une partie un petit peu irrationnelle, voire inconsciente, qui intervient dans ce choix. Et le troisième aspect, qui est aussi très important, c'est le désir qu'on a d'aimer, de se laisser aimer. Il y a une partie là on ne peut pas contrôler. Et qu'il vaut mieux la vivre en lâcher prise, dans le lâcher prise. Et quelque part, il y a un coup de cœur, il y a un élan de cœur qui se passe. Alors justement, ça ne peut pas être vraiment rationnel et faire qu'un choix avec sa liste toute faite, parce que moi je veux choisir un choix comme ça. Il y a l'opposé où on parle beaucoup, le coup de foudre. Ah là, ça m'est tombé dessus, je n'ai pas choisi pour le coup. L'amour à premier regard. Alors, qu'est-ce qu'on fait si ce n'est pas du choix complètement? Est-ce que le coup de foudre, on en fait quoi? Bon, alors déjà, le coup de foudre, je pense que pendant le coup de foudre, je ne crois pas qu'on choisisse grand-chose. Pour comprendre ça, il faudra peut-être faire la différence entre le coup de foudre, l'état amoureux et le choix conjugal proprement dit. En fait, l'état amoureux, c'est une première phase dans la relation amoureuse et il arrive parfois que cet état amoureux arrive d'une manière violente. Je ne sais pas si on prend conscience de la signification de coup de foudre. Le coup de foudre, c'est très violent, n'est-ce pas? C'est un peu la rencontre amoureuse qui vient d'une manière foudroyante. Ça y est, je l'ai vu, j'ai su que c'était lui ou c'était elle. J'ai l'impression que le coup de foudre, c'est pour des gens qui ont quand même un certain... Ils sont prédestinés. Enfin, moi, je suis très, très rationnelle et je ne me vois pas avec ce coup de foudre. Est-ce que ce n'est pas un peu des gens qui sont un peu plus peut-être ouverts, qui sont moins sur leur retenue, à qui ça peut arriver? Je crois, Eunice, que le coup de foudre peut arriver à tout le monde, même les gens très rationnels. D'accord. Donc, en fait, c'est vrai que ce coup de foudre implique un état amoureux, mais l'état amoureux peut aussi se construire sans coup de foudre. Voilà. C'est-à-dire que l'état amoureux peut se construire petit à petit, par étapes, et ensuite, selon l'évolution de cet état amoureux, il va se transformer en lien conjugal ou pas. Donc, tu différencies oui. l'état amoureux et le lien conjugal. Tout à fait. On verra, je vais expliquer un petit peu parce que je pense que c'est important qu'on prenne conscience des différences. Parfois, on fait un amalgame. On peut confondre, du coup, ça peut être... Alors, par rapport au choix et justement ces différentes étapes, je crois que l'état amoureux, qu'il soit provoqué par un coup de foudre ou pas, altère la personne. Donc, ce n'est pas un moment où on est dans des dispositions pour discerner, faire des choix. Parce que la personne est bouleversée. J'imagine que tu as été amoureuse, moi je l'étais. On est bouleversé, on est dans nos pensées, on a parfois le cœur qui palpite, on n'a plus d'appétit. D'ailleurs, c'est courant qu'on entend, qu'on dit « Ah, mais elle est amoureuse ». Elle vit d'amour et d'eau fraîche, on dit en français, tout à fait. Donc, en fait, c'est un état qui énivre un petit peu. Et puis que, alors, c'est pas si simple d'avoir un bon discernement pour choisir. C'est sûr, oui. Et comme je disais, ça altère et c'est très plaisant. Parce que, tu sais, dans le cerveau, pendant l'état amoureux, il y a des ondes du cerveau qui sont activées par des hormones du plaisir. Et ça, c'est très, très plaisant et très satisfaisant. Et il faut savoir que depuis notre jeune âge, on a appris à repérer les sources de plaisir et les reproduire. Et l'état amoureux, c'est la même chose. Donc, en fait, je dirais qu'en même temps, cette phase de l'état amoureux est indispensable pour la construction du couple et de la manière qu'il va évoluer. C'est une étape magnifique, c'est heureux, c'est gratifiant. On est obligé de passer par là? Alors, moi, je crois... C'est nécessaire.
Alors, je ne dirais pas que c'est nécessaire, puisqu'il y a des liens conjugaux qui se forment par décision. On le sait hein, dans d'autres cultures et Ouais. même dans l'histoire, qu'il y a des liens conjugaux qui sont faits par décision parentale ou par des accords. Et il n'y a pas eu d'état amoureux. Ou même moi, j'ai une amie qui m'a déjà dit qu'elle n'était pas amoureuse de son conjoint au départ. Et c'est en apprenant à le connaître qu'elle a commencé à l'aimer. Mais j'ai jamais entendu état amoureux, ou comme tu dis, où on a les papillons dans le ventre, où on est Mm. un peu. Tout à fait, il n'y a pas des Est-ce que c'est formules bon toutes ça aussi? faites. Ouais. Mais il est vrai que l'état amoureux, comme je disais, il peut arriver à la suite d'un coup de foudre, mais il peut aussi s'élaborer progressivement. Et est-ce qu'il y a des degrés? On peut être très, très. Voilà, l'état amoureux vient et c'est l'explosion, j'aime, je parle que de la personne, et voilà, et tout le monde le sait. Et un degré où je suis amoureuse, j'aime la personne, mais voilà, j'ai pas cette démonstration. Alors, j'ai envie de dire que l'état amoureux, il peut évoluer et qu'il est propre à chaque personne. Toutefois, on a repéré des constances hein, D'accord. dans le lien et dans l'amour. Et là, on parle d'un état amoureux, effectivement, où on n'est pas tout à fait nous-mêmes. Hein. C'est quelque chose qui nous bouleverse, D'accord. ça nous désorganise un petit peu. C'est-à-dire qu'on a l'habitude voilà, de gérer notre vie et tout d'un coup, bah, il y a quelque chose qui se passe. Donc c'est plutôt de cet état-là que je D'accord. parle, qu'ensuite il va évoluer et on le verra à la suite de certaines étapes, bah, il va maturer hein, d'une certaine manière. Et donc en fait, pour revenir à la question de choix, pendant ces étapes-là, étant donné que c'est une phase très satisfaisante, enivrante, il y a des pièges. Et un des pièges, c'est que on peut aimer l'amour et pas l'autre. On peut aimer être dans l'état d'amour, mais pas forcément la personne. Bien sûr, puisque c'est très gratifiant, c'est très satisfaisant, c'est une source de plaisir. Donc, cela provoque bah, le fait que peut-être on peut être dans une quête de séduction constante, parce qu'on se sent valorisé, on se sent aimé, on se sent considéré. Est-ce que c'est le cas donc des couples où dès qu'il n'y a plus la petite flamme, bah, on se dit que c'est fini, on se sépare? Alors, tout à fait. C'est-à-dire que c'est un des points que j'allais évoquer, c'est qu'en fait, l'état amoureux peut aussi intervenir quand la routine s'installe, ou qu'on déprime un peu. Ça change et Mhm. ça donne du plaisir aussi. Hein. Un autre piège, ça peut être aussi le fait d'être fasciné par cet état. Et on veut aimer à tout prix. Il faut à tout prix être amoureux. Donc, tu vois, ce sont des pièges qui empêchent de faire un choix peut-être rationnel et posé. En revanche, comme tu disais tout à l'heure, il y a des gens peut-être qui n'ont jamais vécu l'état amoureux. Pourquoi? Parce que ça peut être aussi à certains qui évitent à tout prix d'être amoureux. Parce que pour être amoureux, il faut aussi accepter de ne pas tout contrôler, D'être vulnérable. d'être vulnérable. Et peut-être aussi par crainte, et si moi je suis amoureux ou amoureuse, est-ce que l'autre va m'aimer? Donc je ne vais pas pouvoir tout contrôler. Donc en fait, je me protège de cela et je l'évite complètement. Donc, peut-être que le premier choix, en premier lieu, c'est d'être ouverte à. De s'ouvrir. Et peut-être aussi ouverte aussi à ce que ça peut être un échec, ou qu'on puisse souffrir. Il faut être ouvert à ça. Je pense déjà qu'il faut être ouvert à la rencontre, Oui, ouais. être ouvert à aimer, Ouais. de se laisser aimer. Et on voit là que effectivement, ce qui peut beaucoup nous aider, c'est comprendre la différence. Comprendre la différence entre ce qu'on appelle le coup de foudre, l'état amoureux, que c'est un état nécessaire, magnifique, extraordinaire, Mais qui ne dure pas. alors qui se transforme, je préfère dire de D'accord. cette manière-là, D'accord. et le choix conjugal qui prend une dimension différente parce que on va s'engager dans la durée. Ah, donc ça, c'est la différence entre. Voilà. On est OK que l'état de coup de foudre ne dure pas. Le coup de foudre ne dure pas, l'état amoureux ne dure pas, mais Se transforme se transforme. Mais avec l'idée. je conseille vivement que même quand on est dans le lien conjugal,
on continue à nourrir et à entretenir Bien l'état sûr. amoureux. C'est tout le challenge de chaque couple. Exactement. Après tout ce que tu dis, je me pose une question. Est-ce qu'on comprend les étapes de ce qu'on peut traverser, les choix? Mais pourquoi est-ce qu'on choisit telle personne et pas une autre? Et si ce n'était pas le fruit du hasard, hein, le choix? On pourrait se poser cette question. En fait, pour tenter de comprendre et du coup répondre à ta question, il faut qu'on aille un petit peu plus en profondeur pour comprendre. En fait, si l'on est attiré par une personne, il est fort probable que c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous est familier. Chacun d'entre nous, nous portons des bagages. Bien sûr. C'est notre histoire, nos expériences de vie qui remontent jusqu'à notre enfance et qui vont laisser une empreinte dans qui nous sommes. Et tout cela va orienter d'une certaine manière la quête de l'alter ego. Un premier élément qui va faire écho dans ce choix, dans cette orientation, c'est notre premier amour. Le premier amour de tout homme et de toute femme. Papa et la maman. L'amour d'une mère. Ah, d'accord. L'amour de la mère. L'amour de la mère. D'accord. Alors, l'amour de la mère qui va se développer, qui s'élargit à la triangulation avec le père. Donc, même si nous n'avons pas conscience, la relation d'amour parental et la représentation qu'on s'en fait, hein, tous les ressentis, la représentation qu'on s'en fait, va devenir quelque part un modèle de base. Parce qu'on dit souvent, un homme recherche chez sa future compagne sa maman et une femme recherche son père. C'est réducteur, mais est-ce que c'est un peu Alors, ça? c'est un petit peu réducteur Oui, parce sûr, que c'est un peu plus complexe sûr, que mais ça. est-ce qu'on peut quand même... Mais on peut prendre un petit peu cette manière de voir les choses. Je préfère dire que il est vrai que c'est la première relation d'amour, donc mère et ensuite triangulation avec le père, ce sera une référence. Et excuse-moi, je t'interromps parce que on fait plusieurs émissions et à chaque fois on revient quand même à ce qu'on vit dans l'enfance, c'est quand même déterminant pour la suite. Alors c'est déterminant à chaque fois ça me... C'est une base. Ensuite, nous allons évoluer, bien sûr. Nous allons grandir, nous allons évoluer avec tout ce qu'on a reçu. Mais aussi, on va s'en faire une représentation. Hein. Tout à l'heure, je disais, et parfois, c'est pas tout à fait la réalité de comment ça s'est passé. Mais c'est de comme l'enfant a vécu les choses, la représentation qui s'en fait, et de la manière qu'il va réagir, il va continuer à se développer. Donc, quelque part, que ce soit une relation parentale comblante, maternelle, protectrice, que ce soit manquante. Parce qu'on ne peut pas oublier que, voilà, il y a les deux aspects. Ça demeurera quand même un modèle de base, une référence. Donc ça, je pense que cet élément, c'est important de tenir compte que ça va faire écho hein, dans le choix amoureux. Et un deuxième élément est notre propre évolution psycho-affective. Et ça, parfois, on l'oublie. C'est-à-dire que la manière avec laquelle nous nous individuons, c'est-à-dire qu'on va maturer, notre maturation psychique et affective, notre construction personnelle, avec des avancées, mais aussi avec des blocages, avec des croyances limitantes, avec des conflits intérieurs qui n'ont jamais été résolus, et qui vont pouvoir se traiter, espérons-le, en tout cas après à l'âge adulte, vont influencer indiscutablement le choix amoureux et le type de relation conjugale qu'on va construire. Donc on choisit sans vraiment choisir. Alors on choisit en choisissant, mais en ayant une partie qui est quand même inconsciente. Voilà, ce que j'allais dire, inconsciente. Qui nous dépasse un petit peu. Oui, tout à fait. C'est pour ça que des fois, on voit les personnes qui reproduisent un peu toujours les mêmes relations. Elles choisissent toujours un peu la même personne. C'est parce qu'au fond d'elles, il y a... Alors, la question que tu poses, c'était une question qui est très, très importante. Et c'est en fait, on reproduit, et peut-être c'est une chance. C'est l'occasion de repérer qu'il y a peut-être des conflits à l'intérieur de nous, dans notre histoire,
et qu'au travers de la relation de couple, font surface, émergent, et c'est l'occasion de les traiter, de s'en occuper. D'accord, donc ça peut être un warning. Ça peut être un warning et l'occasion de rêver, de les résoudre. Alors j'ai une dernière question pour toi, après tout ce qu'on entend. Est-ce que rencontre amoureuse induit forcément, est vraiment forcément garant du choix conjugal? Comme je disais tout à l'heure, l'état amoureux se transforme, il évolue. Et il pourra justement prendre une dimension de lien conjugal ou pas. En fait, dans la relation, on passe des phases où on va être dans la découverte de l'altérité, de la différence de l'autre. Et dans l'amour, il y aura une différence, et c'est que on quittera peut-être un peu ce besoin de se centrer sur la satisfaction personnelle, et on rentrera dans l'équilibre entre la satisfaction personnelle, mais aussi la satisfaction de l'autre. En fait, il intervient ici un facteur important, c'est le désir de faire une histoire nouvelle avec deux histoires différentes qui se rencontrent. Le couple conjugal verra le jour s'il se fonde sur certains piliers. Un des piliers, comme j'ai déjà évoqué, c'est la satisfaction. En fait, la satisfaction de plusieurs domaines, que ce soit les valeurs, que ce soit l'éducation, la famille, que ce soit les loisirs, les croyances, la Donc ça, il spiritualité. faut que ça soit concordant pour qu'il puisse avoir un lien conjugal. Exactement. Donc la satisfaction de plusieurs domaines qui puissent quand même s'accorder et qui vont contribuer à la construction du couple. Donc ça, c'est un des piliers. Un deuxième pilier, c'est que les partenaires vont se penser en tant que couple et vont se démarquer du reste de la société en tant que tel. Une autre base importante, c'est le fait de la durée. On quitte là l'intention d'une relation éphémère pour s'engager dans la longévité, c'est-à-dire dans une durée qui permettra de construire une relation beaucoup plus solide et beaucoup plus profonde. Un autre point important, ce sera le projet commun. C'est-à-dire que deux personnes se rencontrent avec des projets personnels et ils vont se féconder pour créer aussi un projet commun qui va pouvoir les aider à se projeter vers l'avenir. Ça ne veut pas dire que j'oublie mes projets à moi, mais j'en fonde des nouveaux avec mon partenaire. Ça va être le défi. Le défi de ce point-là, c'est de ne pas se fondre dans le nous, dans le couple, mais quand même de préserver son projet personnel et de, quelque part, oui, d'élaborer un projet de couple qui va respecter qui nous sommes et notre projet personnel. Il y a un autre pilier très important que souvent on laisse un petit peu de côté, c'est la sécurité psychologique. En fait, la cellule couple va permettre de construire leur relation, mais pas seulement. Le couple, ça va être un espace qui va permettre à l'un et à l'autre de continuer à grandir et de continuer à se développer. Et il est évident que cela va causer du remue-ménage. On va être vulnérable. Et pour cela, on a besoin de sécurité. Est-ce que je peux, avec l'autre, traverser les étapes et de peut-être laisser émerger encore des conflits personnels que j'ai jamais traités, avec l'assurance que dans le couple, je vais être en sécurité, je vais pouvoir les vivre. Je dirais que c'est la manière avec laquelle on va s'organiser ensemble pour respecter à tout prix l'évolution de l'autre. De quelle manière on va faire alliance tous les deux pour faire face au chaos que cela pourrait engendrer. Et cela va faire une différence. Si on essaye de voir tout ce qui a été dit aujourd'hui, si on arrive
à la fin de l'émission. Si tu devais, en une phrase, c'est difficile, hein, C'est difficile, hein? un conseil à toutes ces personnes qui nous regardent et qui, justement, se posent des questions, qui rêvent de construire un couple et qui se posent la question sur comment choisir ce couple et comment choisir cette personne, former ce couple. Un conseil Alors, pratico-pratique. pratico-pratique, je dirais que c'est important de prendre conscience de différentes étapes de la rencontre amoureuse, des débuts, et de ne pas être trop exigeant, parce que cette liste de critères, on pourrait aussi se poser la question où est-ce que nous en sommes par rapport à cette liste de Exactement, critères, hein. Est-ce que moi exactement. aussi je réponds à cette liste Oui, de parce qu'on va être critères? choisi aussi. Donc, Voilà, il y a quelqu'un, peut-être quelqu'un qui fait une liste et qui nous et regarde. est-ce que moi je suis à la hauteur de la liste de critères que ça, je demande à c'est ça. l'autre? De comprendre aussi qu'il y a une partie rationnelle, mais une partie aussi où il faut lâcher prise et de laisser faire, qu'il y a des éléments aussi inconscients qu'on ne contrôle pas, qui interviennent, mais qui sont une chance pour pouvoir peut-être aussi se construire soi et d'élaborer et de résoudre certains conflits Très personnels. important, ça. Et que, comme je disais à la dernière partie, que ça va évoluer en lien conjugal ou pas, s'il y a certains piliers qui se mettent en place et qui permettent d'avoir des fondations solides pour pouvoir construire ensemble. Oui, ça veut dire que c'est pas parce qu'on rencontre quelqu'un et qu'on commence à tisser des liens qu'il faut forcément se projeter pour la suite, parce qu'on a le droit de se dire, bah finalement non. Il faut se donner le droit. Je pense qu'il faut se donner le droit de s'engager dans une relation, mais avec la prudence aussi, en tenant compte de ces points. C'est que la relation va évoluer et qu'il y a des choses que peut-être on n'a pas vues au départ qui vont émerger. Et en même temps, il ne faut pas avoir peur de la différence, puisque c'est aussi la différence qui est source de richesse. Merci beaucoup, Anna. C'était un plaisir. J'espère que vous voyez un petit peu plus clair sur peut-être comment choisir votre futur conjoint. En tout cas, on vous souhaite de le trouver, d'être heureux, de faire attention à toutes ces étapes et à tous ces points qui sont importants pour une vie équilibrée. Et si peut-être le célibat dure un peu, mais peut-être c'est l'occasion de se regarder soi-même, comme tu dis, et de voir si nous, on est déjà prêt à entrer en couple. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de bonheur et on se retrouve pour un prochain numéro de Famille sans tabou. D'ici là, portez-vous bien.